Donc cette formation-là, elle est là pour apporter les éléments de formation professionnelle qui n'existaient pas dans le système éducatif de l'époque coloniale, on peut dire française ou d'autres coopérations, d'autres formes de coopération, qui sont minières comme j'ai dit, mais qui sont aussi le soleil, l'eau, le vent, tous les éléments de la nature que la nature a donné à la Terre, se trouvent aujourd'hui comme des éléments moteurs d'un développement industriel. Pas d'un projet, de centaines de projets au Congo qui ont eu du matériel que l'ancien président a donné, des tracteurs, des faucheuses, des semeuses, etc. Tous ces matériels dans les fermes sont en panne, sans avoir d'influence étrangère, encore je dis, qui vont perturber le fonctionnement de ces structures. Le cash FCC qui ne permet pas réellement aujourd'hui au gouvernement de répondre à cet objectif et de leur expliquer que la RDC n'a pas plus de problèmes que d'autres pays d'Afrique en matière de corruption, en matière de conflit, en matière d'énergie. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais je reviendrai, il n'y a pas que la RDC qui n'a pas d'électricité dans les provinces, qui n'a pas des routes, le Niger, le Togo, etc. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. La semaine passée, nous avons reçu pour vous Pétion Boadi qui a démontré qu'il était possible d'investir dans ce temps difficile de la Covid-19. Et il a interpellé les entrepreneurs à pouvoir se lancer, à ne pas seulement voir les obstacles, mais aller de l'avant. Mais ce soir, nous allons parler d'un élément très important, 60 ans d'indépendance de la RDC, comment doter le pays d'un secteur industriel développé et stable. Pour échanger sur ce sujet, j'ai l'insigne honneur de recevoir pour vous Jean-François Arménian, qui est économiste industriel et président de la fondation Forme Afrique, que je vais saluer. Nous vous saluons, Jean-François. Merci de l'invitation. Oui, Jean-François, vous êtes économiste industriel et président de Forme Africa. Déjà, nous voudrons comprendre, qu'est-ce que nous devons comprendre par votre structure Forme Afrique? Forme Afrique, aujourd'hui, la Fondation Forme Afrique, qui existe sous différentes formes depuis sa naissance en 1994, qui venait un peu d'une certaine transformation suite à la décentralisation mise en place par la période gouvernementale sous le président de M. François Mitterrand. C'est un peu à ce moment-là qu'on a récupéré des activités de formation pour l'Afrique. Donc ça a débuté en 1994, même un peu avant. Et donc cette formation-là, elle est là pour apporter les éléments de formation professionnelle qui n'existaient pas dans le système éducatif de l'époque coloniale, on peut dire française ou d'autres coopérations, d'autres formes de coopération, et qui allaient apporter des ressources de mise en valeur de la professionnalisation en Afrique. Voilà, c'est à partir de ce moment-là que nous avons créé Forme Afrique, puis après Fondation Forme Afrique, etc. Et donc, c'est la formation que nous mettons en place, c'est des formations qui permettent aujourd'hui essentiellement le développement des activités d'industrialisation, pas qu'industrielle, parce que l'industrialisation, elle est industrielle et artisanale, elle comprend les deux secteurs. Donc, les formes d'industrialisation pour développer cette industrialisation. Et deuxièmement, elle s'adresse plus particulièrement depuis une dizaine d'années où je suis permanent en RDC, à la formation, à la professionnalisation aussi, toujours professionnalisation, du secteur associatif qui est très important en RDC, puisqu'il représente à peu près plus de 200-250 000 structures associatives, qui sont des éléments socio-économiques du pays et qui emploient aujourd'hui à peu près 12 millions de personnes, si on inclut un peu les informels à l'intérieur. Voilà, très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de cours, nous recevons pour vous Jean-François Arménian, qui est économiste industriel et président de la Fondation Forme Afrique. 60 ans d'indépendance de la RDC, comment doter le pays d'un secteur industriel développé et stable? Jean-François, qu'est-ce que nous devons comprendre par secteur industriel? Alors, le secteur industriel aujourd'hui, c'est le secteur qui permet justement de prendre les ressources
naturelles d'un pays, qui sont des ressources minières, forestières, agricoles, pétrolières, etc., et de les transformer en des produits industriels, ça veut dire des produits qui sont destinés à la grande consommation, en minimisant leurs coûts de production, en mettant en place des normes d'exportation, en mettant en place aussi tout ce qui est répondre aux besoins de la consommation locale. Jean-François, de vous à moi, vous qui avez eu le temps d'observer la RDC sur le plan économique, est-ce que la RDC possède-t-elle des éléments qui puissent permettre l'éclosion d'un secteur industriel? Absolument. La RDC aujourd'hui a toutes les potentialités pour le faire. Elle a les potentialités, j'allais dire, de ressources, qui sont minières, comme j'ai dit, mais qui sont aussi le soleil, l'eau, le vent, tous les éléments de la nature que la nature a donnés à la Terre, se trouvent aujourd'hui comme des éléments moteurs d'un développement industriel. Ensuite, la RDC a aussi toute la capacité de la jeunesse, toute la capacité des compétences. Donc tout ça, ça existe en RDC. Le problème aujourd'hui, c'est que ce n'est pas structuré, ce n'est pas organisé pour pouvoir faire ce développement. Jean-François, nous revenons, parce que nous parlons de 60 ans, nous voyons les secteurs industriels, nous voyons l'économie, mais lorsque les Belges étaient encore les colonisateurs de la République démocratique du Congo, il y avait un secteur, on produisait, il y avait les lévéas, il y avait le café, il y avait du cuivre. Mais pourquoi, à cette époque, on pouvait exploiter les ressources et développer un secteur industriel? Parce que nous avons la Gécamine, la MIBA, plusieurs vestiges qui étaient issus du temps colonial. Mais pourquoi ça s'est extampé? Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? D'abord, premièrement, il y a eu une volonté de certaines puissances économiques, financières internationales de ne pas laisser l'industrialisation en RDC. Donc, ce sont les étapes qu'il y a eu. Je résume, si vous voulez, c'est plus compliqué à expliquer. C'est des problèmes, je dirais, vraiment de géopolitique. Donc, on a déjà voulu supprimer, à partir des années 70, le potentiel qui était à peu près de 30 à 35 000 entreprises industrielles au Congo. Aujourd'hui, nous n'avons plus que 500 entreprises industrielles. Donc, il y a eu cette étape de zaïrisation des entreprises industrielles. Donc, ça a cassé l'outil. Quelque temps après, on a cassé l'outil aussi de la formation professionnelle en supprimant, dans les années, je dirais 90 à peu près, les centres de formation, les centres d'apprentissage. Ensuite, on a détruit au niveau des sociétés de l'État, les structures de formation et de développement qu'il y avait aussi en place. Donc il y a eu toute une volonté géopolitique, d'accord, qui a été manipulée, etc. Et là, on ne peut pas dire que les institutions internationales ont joué leur jeu. Elles ont laissé faire la géopolitique pour détruire le tissu industriel congolais, pour que le Congo soit juste un élément de fournir des matières premières à l'international, à eux de les développer, à eux d'en maîtriser la technologie, à eux d'en maîtriser aussi la commercialisation. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, si on prend de la période, je dirais, après Mobutu, avec l'arrivée de Laurent Désiré Kabila et après Joseph Kabila, pendant cette période-là, il n'y a pas eu de réelle volonté d'industrialisation. Je dis de réelle. On est resté sur des acquis. On est resté sur des systèmes simples de structures, j'allais dire, qui sont des structures qui vont répondre justement à une émergence, on va dire, de distribuer nos ressources à l'étranger sans la mise en valeur en RDC. Donc il n'y a pas eu de penseurs, il n'y a pas eu de spécialistes qui ont pensé à l'industrialisation en RDC. Mais si je prends par exemple Bukanga Lonzo, ce n'était pas une réponse à l'industrialisation de la RDC? Oui, absolument. C'était une très bonne réponse. Il y en a eu d'autres même comme ça dans d'autres secteurs. Mais le problème après, c'est ce que j'allais vous dire, pour mettre en place des projets d'industrialisation, alors là, je vais vous prendre quelques minutes pour vous expliquer ça. Il y a différentes sortes d'industrialisation. Allez-y. Et cette industrialisation aujourd'hui, pour la mettre en place, il faut donc, les ressources, elles sont là. Mais après, il faut aussi les compétences. Et le Congo n'a pas d'agent de maîtrise. Le Congo n'a pas d'école d'agents de maîtrise. Je le dis en permanence, nous avons au Congo plus de 80 000 agents de maîtrise expatriés. Alors qu'on pourrait demain, c'est très facile, demain de mettre en place des structures, en quelques mois c'est fait, de mettre en place des structures pour former des agents de maîtrise congolais qui vont être dans ces structures-là. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, nous n'avons pas ce qu'on appelle des maîtres
de stage, des maîtres de formation professionnelle, les maîtres, à la différence des formateurs qui sont dans les structures classiques comme l'INPP, qui donnent des cours sur papier, les tuteurs, ce que moi j'appelle, donc ce qu'on appelle des maîtres d'apprentissage, des maîtres de stage, etc., moi j'appelle ça des tuteurs formateurs, parce qu'ils sont en permanence sur le terrain. Et je donne toujours l'exemple des enfants des rues, tant que vous ne formerez pas au Congo des tuteurs formateurs pour les encadrer, vous ne réglerez jamais le problème des enfants des rues. Donc, deuxième problème, comme je vous ai dit, pas d'agent de maîtrise, pas de tuteur formateur. Ensuite, vous n'avez pas de vrai chef de projet ou les coordinateurs de projet. Tout ça, c'est des professions qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, si vous lancez un projet industriel, on va dire, ou artisanal, et que vous n'avez pas ces compétences, c'est un point important. Deuxièmement, après, il y a la gestion. La gestion, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est le gestionnaire du projet, les gens qui vont suivre réellement les budgets, qui vont suivre l'entretien. Mais dans le projet dont vous me parlez, si on voit tout le matériel qui n'est pas entretenu, et c'est le cas de, pas d'un projet, de centaines de projets au Congo qui ont eu du matériel, que l'ancien président a donné des tracteurs, des faucheuses, des semeuses, etc. Tous ces matériels dans les fermes sont en panne. Ce n'est pas le problème là, c'est l'image générale, mais c'est le problème de toutes les fermes aujourd'hui qui ont été lancées. Parce qu'il n'y a pas de compétences. Il n'y a pas de compétences au niveau des gestionnaires, d'accord? Moi, je ne suis pas contre qu'un politicien, un officier de l'armée, un professeur d'université ait une ferme. Mais il doit mettre la compétence, ou un politicien ait une ferme, ils doivent mettre des compétences former les Congolais pour savoir gérer cette ferme, gérer le personnel, gérer la maintenance, gérer les achats, gérer les remises de prix, savoir commercialiser les produits, savoir acheter à l'international, sans avoir d'influence étrangère, encore je dis, qui vont perturber le fonctionnement de ces structures. Voilà, si vous voulez, en quelques mots. Mais je vous dis, aujourd'hui, ce n'est pas qu'un projet, ce sont des centaines de projets qui n'ont pas pu avoir de résultats, en matière même surtout de développement économique, ça veut dire d'apporter des ressources, de répondre à la demande de la population en matière de produits commercialisés, mais aussi en matière de développement, de réduction du chômage et de la création d'emplois professionnels. Voilà, très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de court, nous sommes avec Jean-François Armignon, économiste industriel et président de la fondation Forme Afrique. 60 ans d'indépendance de la RDC, comment doter le pays d'un secteur industriel développé et stable? Jean-François, nous avons vu comment tu as peint les décors, mais là, nous allons entrer de manière plus structurée parce que nous avons jeté les bases. En vous entendre parler, il y a 4 principaux facteurs qui bloquent l'émergence du secteur industriel en RDC. Premièrement, ce sont les infrastructures adéquates en tenant compte d'un bon projet. Deuxièmement, c'est le personnel, la gestion des ressources humaines, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Troisièmement, c'est la gestion de ce projet-là, comment le gérer, comment le développer. Quatrièmement, la commercialisation qui vous permet de gagner. Vous vendez vos prix parce qu'aujourd'hui, les matières premières de la RDC sont déversées sur le marché de manière brute. Donc, vous allez imaginer que, par exemple, à un certain moment, les câbles électriques pour la SNEL provenaient du Sénégal. Or, le Sénégal n'est pas producteur de cuivre. Donc, ça veut dire que nous produisions le cuivre, ça allait au Sénégal, et le Sénégal produisait des câbles électriques qui revendaient encore à la RDC au plus fort. Or, est-ce que le Congolais est incapable de pouvoir exploiter lui-même, transformer lui-même et développer son secteur? Nous allons commencer avec les infrastructures. Par exemple, pour vous faire comprendre, vous allez par exemple dans le Kasaï, dans le Grand Kasaï, vous trouverez la Miba, ainsi de suite, mais il n'y a pas de taillerie de diamant. Comment expliquer cela? Mais vous allez à Anvers, eux qui ne produisent pas le diamant, vous trouverez des tailleries de diamant. Aujourd'hui, c'est vers la Chine, Dubaï, où on va tailler le diamant. Comment mettre en œuvre nos propres infrastructures de production, d'exploitation et de vente?
Non, vous venez de citer, quand vous avez parlé tout à l'heure, juste une remarque sur les câbles du Sénégal. En vérité, les câbles ne viennent pas du Sénégal, ils viennent peut-être du Liban, et du Liban, ils viennent peut-être de Chine. Donc, tout ça, c'est un circuit qui permet de faire de l'évasion fiscale. Voilà, je ne vais pas plus loin dans le détail, etc. Maintenant, je reviens aux 4 points que vous avez soulevés. Vous avez oublié le point le plus principal. Allez-y. Le point le principal, qui est le premier, c'est la décision du chef de l'État. OK. Ça, je l'ai oublié. Vous avez un point. Voilà, ça c'est le chef de l'État qui doit C'est le chef de l'État qui doit être aujourd'hui l'élément de promotion dans la volonté politique. Dans la volonté politique de mettre en place l'industrialisation au pays. Et pour le faire aujourd'hui, nous sommes dans un système je dirais, cash FCC qui ne permet pas réellement aujourd'hui au gouvernement de répondre à cet objectif. Parce que quand je vois ce qui se fait aujourd'hui en matière de création d'emplois, en matière de l'entrepreneuriat, on reviendra sur ce terme qui ne me plaît jamais, l'entrepreneuriat. Et je dirais, j'étais avec une cinquantaine de jeunes encore il y a 48 heures qui ont fait l'entrepreneuriat, mais on reviendra là-dessus. Il faudrait que vous me reposiez la question. Tout à fait. Et un élément donc important. Donc aujourd'hui, tous ces éléments-là aujourd'hui sont pris en charge par des ministères, mais pas d'une façon coordonnée. Ça veut dire que quand je parle de l'industrialisation, le premier point, c'est que le chef de l'État s'engage dans la mise en place de l'industrialisation. Pour cela, il doit avoir une structure, parce que ce n'est pas le gouvernement qui peut le faire. Le gouvernement doit être la stratégie de mise en place. Le chef de l'État doit définir l'objectif. L'objectif, c'est je mets en place l'industrialisation pour mettre en valeur les ressources du pays, qu'elles soient minières, forestières, agricoles, etc., et pas de voir ce qu'on fait aujourd'hui, parce que je m'excuse de dire ça, il est entouré de gens qui ne connaissent pas l'agriculture du pays. Si le président avait la vraie vision de l'agriculture, des possibilités de l'agriculture, aujourd'hui, il n'aurait pas donné ses instructeurs aujourd'hui dans le développement agricole. Mais c'est un autre débat. Mais ce que j'allais dire qui est très important. Aujourd'hui, le chef de l'État, son rôle, c'est d'abord d'avoir une structure qui va mettre en place les 5 formes d'industrialisation. Ces formes d'industrialisation, je vais y revenir, elles s'adressent à l'ensemble de tous les ministères. Ça veut dire que quand il a mis cette structure d'industrialisation, qui sont ses objectifs pour répondre création d'emplois, mise en valeur des ressources naturelles, production de produits sur place, répondre aussi à l'ouverture du marché de la zone de libre-échange qui va nous arriver et qui va être vraiment catastrophique en RDC parce que les pays autour ont fait de l'industrialisation que nous n'avons pas encore fait. Le Rwanda, l'Ouganda, le Congo-Brazzaville, l'Angola ont fait l'industrialisation, sont dans des phases d'industrialisation, ce que nous n'avons pas fait. Et ensuite, son rôle, c'est en fonction de cette structure qu'on peut appeler un commissariat à l'industrialisation ou l'office d'industrialisation, peu importe, qui n'a rien à voir avec ce que fait l'ANAPI et les autres qui dépendent d'autres ministères et qui ne sont pas dans cette lignée. Après, son rôle à lui, excusez-moi le terme, c'est d'aller en fonction de chaque type d'industrialisation, d'aller faire la promotion de la RDC auprès des gens qui peuvent répondre à chaque forme d'industrialisation. Ça, c'est le rôle du chef de l'État. Je considère que dans la forme dont nous sommes aujourd'hui, dans une équipe, on va dire, d'accord, qui se sont mis ensemble pour essayer de réaliser, d'apaiser les problèmes à RDC, et c'est très bien, FCC Cash, il faut qu'il puisse répondre à ça. Je donne un exemple. Il peut aller voir les grands patrons des entreprises laitières, conserveries, agriculture, etc., et leur dire, avec un plaidoyer qu'on lui a bien préparé, de faire venir ces gens à RDC et de leur expliquer que la RDC n'a pas plus de problèmes que d'autres pays d'Afrique en matière de corruption, en matière de conflit, en matière d'énergie. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais je reviendrai. Il n'y a pas que la RDC qui n'a pas d'électricité dans les provinces, qui n'a pas des routes, le Niger, le Togo, etc. Et puis il y a d'autres pays aussi, dans les pays de l'Est ou même dans d'autres pays, qui ont des mêmes problèmes aujourd'hui, et ça n'empêche pas l'industrialisation. Je vous dirai après pourquoi. Donc, première action, objectif du chef de l'État, et pour cela, comme le gouvernement est un gouvernement de collaboration, on va dire, je ne sais pas s'il faut appeler vraiment coalition ou un gouvernement je cherche le mot exact que je pourrais dire, associé, chaque ministre est étant de différents groupes de partis avec des idées différentes, des objectifs différents, des stratégies différentes. Ensuite, le chef de l'État donne au Premier ministre l'objectif de mettre les stratégies en place. Ce n'est pas les ministères qui peuvent définir les stratégies.
Parce qu'aujourd'hui, les ministères définissent des stratégies en fonction de leurs objectifs, j'allais dire, personnels et de leur parti. Je m'excuse de dire ça, de leur environnement. Alors qu'ils ne mettent pas les stratégies, je pense à ce qui avait été fait dans le cadre de l'éradication de la pauvreté, etc. Il y a 1 an de ça, le président a été à ma vallée, il a dit je lance un projet, etc. Projet, bien sûr, maintenant les gens vont profiter en disant oui, il y a eu la Covid-19, on n'a pas pu travailler. Bon, tout ça, c'est des excuses, hein. D'accord? Mais pourquoi? Parce que les prérogatives des objectifs du chef de l'État ne sont pas données aujourd'hui d'une façon opérationnelle à travers ces structures aux différentes au Premier ministre déjà. C'est lui qui gère le gouvernement pour que les ministères mettent en place les stratégies. Le président définit les objectifs et ensuite on met les stratégies en place pour y répondre dans chaque secteur. Mais essentiellement, maintenant je reviens, pourquoi je dis que l'industrialisation, pour le moment c'est le chef de l'État? Parce que l'industrialisation ne touche pas que le ministère de l'Industrie, ni le ministère des PME et l'artisanat, ni le ministère de la formation professionnelle, touche un ensemble de ministères, l'agriculture, la santé, etc. Donc si ce n'est pas coordonné, on va dans tous les sens. Tout le monde essaye de récupérer des projets, des contrats, etc. Même, je vous dis une phrase des institutions internationales, on ne sait plus qui va gérer les problèmes de la pêche. Est-ce que c'est le ministère de la Pêche? Est-ce que c'est le ministère de la Jeunesse qui a des activités de pêche, qui veut faire aussi de la pêche? Est-ce que, je prends la pêche, mais ça peut être l'agriculture, parce que le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Jeunesse fait des actions d'agriculture, les provinces font de l'agriculture, le ministère des PME va faire l'agriculture, le ministère des Affaires sociales, tout le monde fait ça, mais il n'y a rien de coordonné. Donc, il faut obligatoirement une structure qui va regrouper ça. Maintenant, je reviens au point le plus important. C'est la mise en place des 5 secteurs d'industrialisation. Oui, parce que vous avez dit que c'est la raison pour laquelle on doit savoir quels sont ces 5 secteurs d'industrialisation. Le premier secteur d'industrialisation qui existe au Congo aujourd'hui, qui représente à peu près 400 entreprises, ce sont des étrangers qui connaissent l'industrialisation dans leur pays d'origine et qui sont venus pour des raisons économiques et aussi pour faire de l'argent, puisque c'est des hommes d'affaires, faire cette activité ici pour répondre aux besoins de la population. C'est les exemples dans le domaine des brasseries, c'est l'exemple dans le domaine de Angel Cosmétiques, c'est dans le domaine de tout ce qui est plus ou moins nécessaire dans des biscuiteries, etc. Et on s'aperçoit que sur 500 entreprises industrielles, ce sont essentiellement des étrangers. Dans 90%, ce sont des étrangers. Mais ça, ce n'est pas grave. Il faut mieux les gérer, il faut avoir quand même un respect des procédures, etc. Et donc, il faut continuer. Ça, c'est l'industrialisation qui dépend aujourd'hui du ministère de l'Industrie. C'est lui qui gère ça, c'est lui qui doit contrôler ces entreprises, qui doit tenir les statistiques, etc. et qui doit continuer des plaidoyers à l'international auprès de certaines structures, je ne vais pas dire, on est déjà en discussion avec eux, mais ils doivent se rapprocher de certaines structures à l'international. C'est ça la stratégie du ministère de l'Industrie, pour aller encore en chercher d'autres. On devrait arriver à peu près 2000 ou 3000 structures dans ce domaine-là, avec des partenaires, bien sûr. La deuxième forme d'industrialisation, c'est l'industrialisation, alors là c'est le grand mot que j'ai toujours, grâce aux investisseurs. La première, je vous répète, ce ne sont pas des investisseurs, il ne faut pas appeler ça des investisseurs. Ce sont des gens qui sont des promoteurs, des hommes d'affaires dans un secteur bien défini qui viennent faire la même chose au Congo. Et qui peuvent être, attention, pas forcément au Liban ou en France ou en Chine, non, ils peuvent être aussi au Cameroun, au Sénégal et venir ici. La deuxième forme, donc, c'est l'investisseur. Les investisseurs aujourd'hui, j'entends ça donc depuis 20 ans, on cherche des investisseurs. Sous cette forme dont vous parlez, ça n'existe pas. Parce que les investisseurs, ils viennent quand il y a un projet. Tout à fait. Et donc, la première image que je dis, Congolais, soyez des promoteurs de projets. Et quand vous êtes un promoteur de projet, ça ne veut pas dire que vous avez des millions dans la poche. Vous pouvez avoir que quelques dollars dans la poche, mais vous avez une idée de projet. Et pour y arriver, c'est là où je fais la différence entre l'entrepreneuriat et la formation d'être un promoteur ou un entrepreneur. Mais là, je vais vous parler des promoteurs. Le promoteur, aujourd'hui, il a l'idée, il n'a pas de moyens, il faut lui expliquer aujourd'hui comment il va préparer son projet, comment il va arriver aujourd'hui à mettre en place les partenaires qu'il lui faut. Et c'est quand il aura les partenaires qu'il lui faut dans la spécialité qu'il a définie, d'accord, qu'il va pouvoir demain présenter son projet à des investisseurs. C'est ça le grand problème.
tant que vous n'avez pas un projet. Mais il faut des porteurs. Allez dire aux gens, venez investir au Congo, comment, etc. Moi, j'ai fait toutes les missions depuis plus d'une année. J'ai suivi le président dans ses déplacements, que ce soit à Sochi, en Chine, au Japon, à Londres, etc. J'ai écouté, j'ai vu, j'ai bien regardé. Et je sais aujourd'hui, et par mon expérience, je sais que ce qui a été fait ne correspond pas aux objectifs que lui pensait mettre en place. Parce que quand on va dans ces manifestations, c'est surtout des gens qui veulent nous vendre du matériel, des équipements, mais qui ne viennent pas nous aider à nous développer. Parce que nous n'avons pas été dans la bonne structure. Donc ça, c'est le développement de l'industrialisation sous forme d'investisseurs. Et c'est souvent destiné, pourquoi je dis investisseurs? Parce que les produits qui vont être fabriqués dans cette forme d'industrie, à l'inverse de la première solution que je vous ai dit, qui est pour le marché local, c'est pour le marché international, c'est des exportations, parce qu'ils vont récupérer des dollars et ils vont récupérer l'argent qu'ils ont investi. Et ça s'adresse surtout au secteur minier, forestier, etc. Troisième forme d'industrialisation, c'est l'industrialisation stratégique du pays. Qu'est-ce que stratégie? Ça veut dire que quand nous sommes dans un conflit, dans une période de pandémie comme là, où on peut avoir tous les avions qui s'arrêtent, peut-être on a eu la chance de ne pas avoir même les vols maritimes, les transports maritimes de bloqués, mais on a eu les transports routiers, parce qu'il y avait des contrôles, etc. C'est qu'est-ce que nous devons faire comme produits stratégiques dans la nourriture, dans la santé, dans la production d'électricité, dans beaucoup de domaines, pour que notre pays... La situation des habitants ne soit pas pénalisée par une pandémie internationale avec des coupures de circulation. Et donc, on peut fabriquer aujourd'hui les produits alimentaires, etc. Donc, et cette activité-là, elle dépend aujourd'hui, dans le fonctionnement du Congo, elle dépend essentiellement du ministère du portefeuille, dans lequel on peut rajouter, à travers le point numéro 5 que je vais évoquer tout à l'heure, des partenariats avec des petites PME et des artisans, pour avoir des structures sous-traitantes. Je donne un exemple. Comme c'est actuellement au Sénégal, dans d'autres pays, on a mis en place les sociétés, vous parliez tout à l'heure, là, vous avez soulevé le problème des câbles électriques. Nous pouvons faire des câbles électriques au Congo, mais il faut avoir la volonté de le faire. Et ça, ce sont des activités, mais des câbles électriques, on peut fabriquer des onduleurs, des stabilisateurs. C'est rien fabriquer un onduleur stabilisateur. On peut faire des poteaux électriques en bois, métallique. Les Congolais sont capables de faire ça. Mais il faut qu'on leur donne le marché. Parce que quand vous avez fait la loi sur la sous-traitance, vous avez vu tout de suite les millions de dollars que vous pouvez plus ou moins rafler, excusez-moi de dire ça, dans le secteur minier. Mais vous n'avez pas vu aujourd'hui que les sociétés du portefeuille ne donnent pas de travail essentiellement, surtout dans ces domaines-là. On commande des poteaux en bois en Chine pour installer des poteaux électriques en bois en Chine, alors qu'on a du bois au Congo. Je ne vais pas plus loin dans ça serait trop long à expliquer. Donc ça, c'est l'industrialisation du ministère du portefeuille qui permettrait justement à redynamiser les structures porteuses du ministère du portefeuille à travers ses filiales, la filialisation de différents services. Que ce soit la Gécamine peut faire des câbles électriques, mais elle peut faire aussi du bronze, du laiton, et j'en profite. Elle le faisait à l'époque. Elle le faisait. Et juste pour rappeler que dans l'industrialisation, un de mes, je dirais, chevaux de bataille, là où je me bats le plus maintenant depuis presque, j'allais dire 20 ans, et que les discussions qu'on avait eues à l'arrivée du 4+1, etc., avec les conseillers, les différents présidents, etc., et qu'on suivi, je le rappelle, le Congo aujourd'hui, s'il tape sur la table, peut être le premier producteur de bronze, de laiton, de cuproalu et de maïchor. Donc là, c'est le président de la République. S'il tape du poing sur la table. Bien sûr, il tape du poing sur la table, il va défendre les intérêts du pays. Pourquoi? Parce que nous avons le cuivre, nous avons le zinc, nous avons l'étain, nous avons le plomb, nous avons l'aluminium, tout ça en petites substances dans le sol, qui nous permettent de réaliser, c'est ça la métallurgie essentiellement, ces produits métallurgiques qui n'ont plus rien à voir aujourd'hui avec le cours de la LME, qui ont des cours qui sont mis en place. Ça, c'est les 3 éléments qui existent aujourd'hui. Les étrangers, etc. Après, il y a 2 autres éléments dans l'industrialisation qui sont les plus importants. Le 4e élément, il n'existe pas aujourd'hui. Et c'est celui-là qui peut créer demain des milliers d'emplois. Je dis bien des milliers d'emplois. Expliquez-nous. C'est les ateliers, ce que le Maroc, la Tunisie, Madagascar, qui avaient des problèmes aussi de chômage, ont mis en place grâce à l'assistance de l'ONUDI à travers les bourses nationales de sous-traitance et de partenariat. C'est quelque chose qui existe depuis des années. Moi, j'ai mis ma première bourse, j'ai participé à la première bourse de sous-traitance et partenariat en 1986 avec la Chambre de commerce de Casablanca. Le Maroc avait un grand problème de chômage, il fallait trouver une solution, nous avons mis en place les bourses nationales de sous-traitance et partenariat.
Donc, c'est quoi? Et ça ne nécessite pas beaucoup d'argent. Vous avez dit bourse de partenariat? Bourse nationale de partenariat et de sous-traitance. Et qui va répondre même à votre loi sur la sous-traitance et au problème de partenariat. Donc, ce problème-là, aujourd'hui, il peut créer des emplois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez... Pourquoi on a mis le mot partenaire, partenariat? C'est parce que c'est les partenaires qui vont vous apporter l'argent, c'est les partenaires qui vont vous apporter les matières premières. Donc, on vous amène des matières premières, vous avez juste à faire des ateliers, ce qu'on appelle à façon, des ateliers de sous-traitance, dans lesquels vous allez mettre des hommes et des femmes, mais surtout des femmes. Ça aussi, c'est le développement de la mise en... de donner de l'autonomie aux femmes, de développer aujourd'hui et d'assembler des pièces qui vont faire de l'électroménager ou des pièces ou des vêtements. Vous avez coupe et couture, vous pouvez faire aujourd'hui. Madagascar a 3500 ateliers de sous-traitance à façon. Pourquoi le Congo n'arriverait pas à en faire 100 ou 200? Surtout que vous avez les gens formés pour ça. C'est pour ça que souvent je dis, vous avez fait des formations, mais faire des formations c'est bien, mais si vous n'avez pas une entreprise pour les embaucher derrière, eh bien, les gens restent au chômage. Ou ils vont rester dans l'informel. C'est l'exemple de coupe et couture. Vous faites le tour de la ville de Kinshasa, vous allez trouver 6 à 7 000 femmes qui font de la coupe et couture dans leur quartier, en train de faire des vêtements, parce qu'elles ont été formées à la coupe et couture, parce qu'elles ont pu acheter une petite machine, mais elles ne sont pas dans un système industriel, artisanal ou industriel, artisanal regroupé en quelques-unes. Donc ça, c'est à mettre en place, c'est la priorité. Ça, c'est pour répondre aujourd'hui aux objectifs du chef de l'État. Création d'emplois. Tant que vous ne faites pas ça, vous n'allez pas créer d'emplois. Cinquième forme d'industrialisation. Le dernier. Celle-là, elle existe. Elle existe. Elle représente à peu près peut-être 130 000 entreprises. J'ai bien dit 130 000 entreprises. Qui font travailler 12 millions de personnes à 15 millions de personnes. Mais qui les font travailler dans les ASBL, qui sont les coopératives, les fondations, les ONG, etc., et l'informel. Donc aujourd'hui, c'est une grande erreur, très grande erreur. Et ça, je m'oppose, moi-même qui ai fait des missions pour la Banque mondiale pendant 9 ans, je me suis attrapé avec eux, parce qu'ils ne disent pas la vérité. La Banque mondiale aujourd'hui, certains experts, pas forcément la Banque mondiale, mais dans l'environnement de la Banque mondiale, les experts ne disent pas la réalité du Congo, son potentiel aujourd'hui productif. Aujourd'hui, le Congo produit dans tous les domaines, à travers ces 12-15 millions de gens qui travaillent plus ou moins dans l'informel. Mais le problème, ils ne se sont pas structurés. Donc ça, c'est l'exemple qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut revoir le fonctionnement des ASBL. C'est une action que je fais surtout avec ma fondation pour mettre en place, pour expliquer à tous ces ASBL qu'ils sont des structures qui vont porter des projets et que ces projets, pas l'ASBL va devenir une entreprise, non, l'ASBL reste. Elle porte un projet et ce projet deviendra une entreprise. Et après, un ou deux projets ou trois projets deviennent des entreprises, à travers ce qu'ils font aujourd'hui. D'accord? Avec un point principal aujourd'hui qu'il faut régler, c'est qu'on a mis ces coopératives ASBL dans le secteur minier qui n'étaient pas faites pour faire travailler les gens. C'est fait pour les encadrer au niveau social et socio-économique. Aujourd'hui, il faut revoir ce statut-là. Il faut former des artisans dans l'extraction minière, des artisans dans le secteur agroalimentaire, etc., sous une certaine forme, simplifier les formalités. Il vient d'avoir les états généraux des PME de l'artisanat, des éléments ont été dits, mais ces éléments qu'on vient de dire, nous les disons depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on fait des réunions dans lesquelles on dit « Ah, il faut voir le code de l'artisanat, il faut voir le fonds de garantie, il faut voir ci », mais qu'est-ce qu'on fait? C'est là où je vous dis la différence, c'est qu'après, il n'y a pas de stratégie de mise en place. Comment on fait? Et pour faire cette stratégie, il faut impérativement trouver des experts, des spécialistes qui vont vous aider à mettre en place la stratégie. Et ce n'est pas la peine d'aller forcément vers l'Europe ou vers les États-Unis. Allez en priorité vers vos pays voisins africains qui, eux, sont passés par cette étape-là et savent ce qui a été mis en place. C'est ce que j'avais dit il y a plus d'1 an et demi, s'il s'en souvient. J'avais dit au président Félix Tshisekedi Tshilombo qu'avant d'aller chercher ce qu'on appelle des gens de la diaspora qui sont dans d'autres mondes, dans d'autres situations, prenez aujourd'hui des consultants, des experts qui viennent de la communauté africaine, qui ont connu les mêmes réalités de l'emploi, du développement, de l'industrialisation, de l'artisanat, de résoudre les problèmes du chômage. Écoutez, voyez ce qui se fait autour, voyez les experts qu'il y a africains. Il y a de très bons experts africains aujourd'hui qui peuvent être des bons conseillers du chef de l'État, qui peuvent être des bons conseillers dans les ministères, aider les ministres qui sont en place.
comme le disait le président Omar Bongo, j'ai le droit de nommer des ministres pour des raisons politiques, mais je dois leur donner des bons conseillers pour qu'ils puissent répondre aux exigences de ce que demande la population. Voilà, si vous voulez, les 5 formes d'industrialisation. Très chers téléspectateurs, nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Si vous nous prenez de court, nous recevons pour vous Jean-François Arménian, qui est économiste industriel et président de la fondation Forme Afrique. 60 ans d'indépendance de la RDC, comment doter le pays d'un secteur industriel développé et stable? Nous échangeons. Jean-François, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges. Il y a un élément capital, manque d'emploi, la Banque mondiale, les ASBEL, il y a eu l'éclosion de ce qu'on appelait les AGR, activités génératrices de revenus. Après, tout le monde s'est rue vers l'entrepreneuriat, tout ça pour créer des richesses et de l'argent. Mais il y a un élément que tu as soulevé, un porteur de projet n'est pas un entrepreneur. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Et en tenant compte de ces 3 éléments, activité génératrice de ressources, porteur de projet, entrepreneur, quels sont les objectifs qu'ils poursuivent? Est-ce que ça peut répondre à cette problématique de l'industrialisation de la RDC? Non. Aujourd'hui, pour essayer de vous répondre à ce problème-là, aujourd'hui, ce qui a été fait, on vous a inculqué ce mot entrepreneuriat. Ce mot entrepreneuriat qui a été ici amené depuis des décennies, d'accord? Si on prend les 20 dernières années, vous avez formé des milliers de gens à l'entrepreneuriat. En leur promettant qu'ils deviendront milliardaires, millionnaires. Voilà, ça c'est un autre problème. On ne devient pas millionnaire, milliardaire comme ça. L'entrepreneuriat aujourd'hui, les gens qui sont venus vous former, j'allais dire, c'est des professeurs d'école. Ah bon? C'est des gens, dans toutes ces institutions que je vois aujourd'hui, ce ne sont pas des entrepreneurs. Aujourd'hui, si vous voulez expliquer comment développer l'artisanat et l'industrialisation, ou même l'industrie, d'accord? Ce n'est pas ces formations à l'entrepreneuriat. Les formations à l'entrepreneuriat qui ont été données, ça a juste éveillé en vous le moyen de faire quelque chose. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 130 000, 200 000 structures informelles. Pourquoi? Parce que quand vous les avez formées à l'entrepreneuriat, ça leur a donné des idées, j'allais dire quelques petites idées, parce qu'on ne leur a pas appris quelles étaient les richesses du pays. Comment aujourd'hui, quels sont tous les moyens pour passer de cet entrepreneuriat à la création. L'entrepreneuriat a fait créer le guichet unique. D'accord? Mais tout ça, c'est, excusez-moi, j'allais dire, pour faire croire aux gens que ça va répondre à la demande aujourd'hui. Mais l'entrepreneuriat aujourd'hui, je vous dis au Congo, vous avez, je vous ai dit tout à l'heure, 150 000 à 200 000 personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui ont été formées et qui, ayant vu les problèmes de gestion de l'entreprise, etc., malgré qu'on ait fait le guichet unique, qui ne répond pas à tout, parce que le guichet unique répond à la création des éléments administratifs et juridiques d'une société. Mais si vous voulez créer, par exemple, demain, une société minière extractive, une petite société minière extractive, ou une petite fonderie, ou il vous faut d'autres éléments. Il y a des éléments aujourd'hui qui sont importants. D'abord, c'est à travers vos études. Parce que aller au guichet unique, aller déposer des statuts alors que vous n'avez pas fait d'études, etc., d'études de faisabilité, trouver les partenaires, les études on promet de marché. dans 3 jours, on ouvre une entreprise. Ça, c'est facile. Mais ça, c'est l'erreur. Vous avez l'idée géniale, et puis hop. Voilà, mais vous n'avez rien fait, puis ça ne marche pas, il n'y aura pas de suite. Et ça, c'est l'erreur des institutions internationales qui vous ont apporté ça pour vous faire croire à votre développement. Ça, c'est eux les grands fautifs. Mais deuxième élément, parce que les gens qui étaient là-dessus n'avaient pas la capacité de vous former réellement à être un entrepreneur ou un promoteur. Alors, l'entrepreneuriat, c'est bien. Je pense qu'au Congo, vous avez assez de gens formés à l'entrepreneuriat. J'en ai vu, je vous dis, la semaine passée, dans le cadre d'une réunion, il y avait à peu près 50 ONG. Dans ces 50 ONG, chaque ONG a formé peut-être 10 ou 20 ou 30 personnes à l'entrepreneuriat. Donc, ça a été, si on prend un chiffre, peut-être 1000 personnes ont été formées. Mais pour quelle finalité financière? Est-ce qu'ils gagnent de l'argent avec ce qu'ils font? Est-ce qu'ils produisent? Ils ne gagnent rien. Ils ne gagnent rien. Ils sont dans l'informel. Oui, ils peuvent gagner quelques miettes, on va dire, quelques miettes. Pourquoi? Parce que le point le plus important, c'est former les Congolais à 2 fonctions. Même, je dirais 3. À la fonction, premièrement, d'être un entrepreneur. Ça, c'est différent. Entrepreneur, ça veut dire que lui, déjà, il a fait l'entrepreneuriat, il a l'idée de se développer, mais il a aussi la capacité d'entreprendre lui-même, de savoir faire
la fabrication d'un produit, savoir comment on le fabrique, comment on achète les matières premières, comment on les transforme, comment on fait un devis, comment on organise les postes de travail, comment on recrute le personnel, comment on va faire demain sa comptabilité, comment... C'est ça, être entrepreneur. Et ça, aujourd'hui, ça ne se fait pas en 48 heures. Pour être un entrepreneur aujourd'hui, les formations que nous donnons et sur lesquelles même d'autres structures donnent, si vous regardez à l'international, un minimum, c'est 300 heures. On ne devient pas un entrepreneur comme ça. On peut avoir l'idée d'être un... Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est la formation à être un promoteur. Donc là, c'est différent. Vous avez une idée. Je travaille avec des jeunes qui ont une idée pour faire une unité. Le Congo, aujourd'hui, achète près d'1 milliard de seringues par an à l'étranger, pour des seringues, tout ce qui permet des transfusions, etc. On peut fabriquer ça au Congo. Et donc, les gens comme ça, ils n'ont pas d'argent, ils ne connaissent pas la technicité, ils savent seulement qu'il y a un marché. C'est ça, promoteur. Oui, oui. Et donc, il faut les former en leur expliquant comment de promoteur on va se préparer, on va créer la structure, les étapes de la structure, comment on va trouver les différents partenaires qui vont fournir le matériel, les matières premières, qui vont acheter les produits. Donc, il faut avoir 3, 4, 5 partenaires et c'est après qu'ils vont faire l'étude de faisabilité ensemble pour aller chercher un investisseur qui va mettre de l'argent dans lequel ils vont lui prouver qu'en 2, 3, 4 ans, ils vont rembourser l'argent. Et la troisième catégorie, c'est ce que j'appelle l'homme d'affaires qui est dans l'activité établissement. Ça veut dire dans le commerce, qui va faire du commerce. Ça, c'est encore un autre profil. On n'a pas besoin d'être un entrepreneur ni un promoteur pour pouvoir, comme on dit, acheter des produits et les revendre. Ça, c'est être un homme d'affaires. Voilà, je mets cette catégorie à l'intérieur en plus pour faire un peu la différence. Un commerçant, si vous voulez, mais un commerçant qui va se développer devient un homme d'affaires. Jean-François Larménian, il y a un paradoxe total. La RDC consomme ce qu'elle ne produit pas, généralement, seringues, ainsi de suite, nous avons la capacité, et nous produisons ce que nous-mêmes ne pouvons pas consommer. Comment répondre à ce paradoxe? Comment solutionner ce paradoxe? Parce que je vois, par l'industrialisation, la RDC sera capable et de produire et de consommer ce qu'il a, et de se servir de la géostratégie dans la zone, parce que nous avons sous-régional, voilà, où nous allons créer des liens économiques qui feront même taire des guerres, des problèmes, parce que chacun viendra retrouver sa part du marché. Je prends par exemple le gaz métal à l'est, la frontière Rwanda et la RDC. Nous avons le même, d'ailleurs le lac qui porte notre nom. La partie de la RDC, du Rwanda exploite, nous ne l'exploitons pas. Mais qu'est-ce qui fait? Comment solutionner ces paradoxes? Non, c'est pour ça que je dis qu'il faut pour que le chef de l'État comprenne bien le problème qu'il y a aujourd'hui. S'il ne met pas cette structure d'industrialisation, il ne réglera pas ce problème-là. Pourquoi? Là, je vous ai parlé des problèmes classiques, promoteurs, entrepreneurs. Parce que nous allons tendre déjà vers la fin. Mais maintenant, le grand problème qu'il y a, c'est que quand un Congolais a les idées et a trouvé même les partenaires pour demain produire au Congo, on va le pénaliser. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les antivaleurs qui vont empêcher le promoteur congolais de mettre en place cette unité. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts avec des gens qui sont les importateurs, qui eux gagnent de l'argent sur les importations. Voilà le grand problème qu'il y a. Donc il faut rechanger, il faut analyser tous les textes, toutes les lois, etc., qui aujourd'hui est analysé, aller au fond des choses, les gens qui ont des exonérations, les gens qui font rentrer de la marchandise clandestinement, etc., que ce soit de la farine, que ce soit des poissons, etc., qui empêchent la production. Ça veut dire que le Congolais qui veut monter un projet pour produire du tilapia, aujourd'hui, à part, comme je vous ai dit, que s'il avait un chef de parc d'étang et un agent de maîtrise, etc., donc des compétences pour vraiment faire de la production de tilapia en 3-4 mois et non pas en 8 mois, répondre aux questions climatiques, aux questions de nourriture, etc. Mais en plus, il y a un autre problème, c'est qu'on va le pénaliser, d'accord, surtout dans le domaine industriel où il faut de l'électricité, vous parlez tout à l'heure d'infrastructure, parce que les gens aujourd'hui, si on va au fond des choses, moi je peux le dire parce que je suis depuis 42 ans dans ce pays et je connais ce pays. Pourquoi on ne va pas faire des routes ou faire l'électricité à certains endroits? Parce qu'on ne veut pas que les gens produisent. Vous avez aujourd'hui de la surproduction en tomates, en pastèques, en manioc. Mais les gens ne peuvent pas aujourd'hui
le marché local n'absorbe pas ça. C'est pour ça que quand j'entends les conseillers du chef de l'État qui disent on manque de production pas alimentaire, non, il y a surproduction. Aujourd'hui, allez sur les marchés. Hier, j'étais après Cité Verte, j'étais voir les gens après Triangle là-bas. On jette les oranges, on jette les pastèques, on jette les oignons, on jette tout. Parce qu'il n'y a pas, la production est trop importante, les gens n'ont pas assez d'argent pour acheter. Et donc, comme il n'y a pas d'industrie pour absorber le plus, parce que si on avait l'industrie, les gens vont produire, vont gagner de l'argent, ils vont vendre la production aux industriels qui, eux, vont faire la transformation en jus, en concentré, en bonbons, en confiture, etc. C'est tout ça qu'il faut bien expliquer, c'est toute cette stratégie. Donc le Congo aujourd'hui produit, les gens produisent des poissons, mais il n'y a pas de chaîne de valeur. Alors ça, je dis le mot, je ne voulais pas trop entrer dedans pour ne pas expliquer, ça prendrait du temps, mais je dis seulement le mot, il n'y a pas de chaîne de valeur entre les gens qui font l'aliment des poissons, la pisciculture, la production, les filets, la conserverie, les transformations, etc., pour que ça soit aujourd'hui, que ça réponde au marché local et au marché international. Ça serait trop long à vous expliquer, ça prendrait trop de temps. Mais aujourd'hui, je vous dis ça, moi je connais des projets aujourd'hui qui ont des réalités, et je cite que ce soit des petites minoteries, etc., mais ils n'ont pas de courant. Et donc, qui empêche le courant? Je le dis, je n'ai pas peur de le dire. Je le dis moi, parce que les gens viennent me le dire, au nom des acteurs de la société civile ou des petits promoteurs entrepreneurs. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a, excusez-moi le terme, un politicien, un homme influent, un homme d'affaires qui va bloquer avec de la corruption l'alimentation de cette zone où on a fait une usine pour produire la conserve, pour garder les poissons de tilapia dans une chambre froide, qui va bloquer à travers la facilitation. C'est ça l'état de droit, qu'on ne fasse pas aujourd'hui d'électricité pour pas qu'on puisse aujourd'hui avoir un Congolais qui puisse avoir des chambres froides, faire des filets de poissons, etc. Voilà, je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Je vous dis ce qu'on vient me dire, parce que comme je suis là depuis 42 ans, je suis un acteur de formation à la société civile, j'ai tout, ces structures, je vous ai dit 130, 140 000 structures, j'écoute tout ce qu'ils disent aujourd'hui. Eux, ils essayent de le dire, mais ils ne sont pas écoutés. C'est aujourd'hui, on empêche, c'est un élément important, les gens d'être des entrepreneurs et des promoteurs. On les a formés à l'entrepreneuriat, mais on les empêche d'être des entrepreneurs, des promoteurs et des hommes d'affaires. Jean-François, vraiment, c'est la fin de nos échanges. Quel est le message? Parce que j'ai senti l'élément central pour déclencher, ou la personne centrale pour déclencher réellement l'industrialisation du pays, c'est le chef de l'État. Absolument. Quel est le message que tu peux passer au chef de l'État d'essentiel, afin qu'il comprenne l'importance de son implication, la place centrale qu'il occupe dans cet élément de développement de la RDC? Moi, je dirais seulement au chef d'État qu'il essaye de regarder ce que fait Merkel ou ce que fait le président Macron ou ce que fait le président Ouattara récemment dans l'industrialisation. Ils ont compris qu'il fallait s'approprier cette stratégie d'industrialisation. Il doit faire la même chose. Moi, je suis prêt aujourd'hui qu'il me donne 5-6 personnes de ses conseillers, je leur explique, je passe du temps à leur expliquer pourquoi l'industrialisation. Je le fais depuis qu'il est président, mais je l'avais fait bien avant. J'avais commencé, moi, la première fois que j'ai essayé de parler de l'industrialisation dans ce pays, il y a déjà plus de 20 ans, mais il y a encore plus, c'était en 2009, d'accord, où j'ai essayé d'expliquer comment on pouvait relancer le secteur minier par l'industrialisation. Mais ça n'a jamais eu de suite. J'ai vu que récemment, ce que disait le président de la GECAMINE, Albert Yuma, il faut commencer à penser un peu à l'industrialisation du secteur minier. C'est bien, les poudres, fabrication, etc. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Mais il faut aller surtout dans le point important, l'industrialisation du secteur agroalimentaire. Et je le dis même à tous les politiciens, etc., vous êtes un pays qui est aujourd'hui, vous avez toutes les capacités, vous avez surtout les gens qui ont le moral pour le faire, qui ont la volonté de le faire, sauf que vous ne les écoutez pas. Vous n'écoutez pas la situation dans laquelle ils sont, sinon demain vous seriez une des premières puissances agroalimentaires dans l'Afrique et même peut-être au monde. En quelques mots, quelle est la conséquence de se maintenir sans industrialisation en RDC? À moins la question, à moins qu'il y a des éléments externes, géopolitiques, qui interdisent au chef de l'État et au gouvernement,
à travers des institutions, à travers, j'allais dire, ce qu'on appelle des gens qui viennent donner des conseils au président ou au Premier ministre, qui empêchent le développement de l'industrialisation. Et je ferai juste une remarque qui n'est pas de moi, qui est de gens qui sont venus au Congo. Vous parlez tout à l'heure du méthane. Ça fait des années qu'on a les investisseurs, on a tout pour faire ça au pays, mais il y a des systèmes aujourd'hui qui sont, excusez-moi le terme, mafieux, qui viennent aujourd'hui influencer vos politiciens pour pas qu'il y ait ce développement. Et je dis toujours, et pour ça je termine là-dessus si vous voulez, ce que j'ai dit un jour en 2013 à la Banque mondiale. J'ai dit à la Banque mondiale, je suis un ancien de la Banque mondiale, donc je sais ce que je dis. J'ai dit à la Banque mondiale, vous êtes toujours en train de critiquer le Congo en disant c'est un pays à la corruption. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, monsieur, et que les gens doivent savoir, c'est pour qu'il y ait corruption, il faut deux éléments. Il faut des corrupteurs et des corrompus. Le Congolais est facilement corruptible, il est facilement pour se faire corrompre. Mais qui sont les corrupteurs? Est-ce que c'est les grandes puissances internationales? Est-ce que c'est le capitalisme mondial? Est-ce que c'est les institutions, etc.? Analysons ça. Je dis aujourd'hui que tout le système qui a été mis en place au Congo, comme dans d'autres pays d'Afrique, ou dans d'autres pays même, je dirais, comme dans les pays de les anciennes colonies, l'ancienne République socialiste soviétique, il y a tout un système, on parle de la Biélorussie récemment, etc. Ce système, ce n'est pas un système congolais, c'est un système mondial. Il faut pas, je dis toujours, il n'y a pas qu'au Congo où il n'y a pas d'école, pas de santé, pas de route, pas d'électricité. Il y a dans d'autres pays au monde, c'est la même situation. Qui sont les gens aujourd'hui qui favorisent la corruption? Et ce n'est pas le Congolais. Le Congolais, il va fabriquer... La corruption du Congolais, c'est rien. Ce n'est pas parce que vous donnez quelqu'un à un policier ou un homme politique. Ça ne représente rien dans l'économie du pays. Ce qui est important aujourd'hui, c'est les corrupteurs internationaux. Quelles sont les influences qu'ils ont? Et je demande même récemment à essayer de le rencontrer, puisqu'il vient d'être nommé par une ordonnance présidentielle, la personne qui est en charge de la corruption de tout ça, pour lui expliquer aujourd'hui, lui montrer quels sont les éléments, parce qu'on m'a dit qu'il était d'origine du Cameroun, je ne sais pas quoi, qu'il écoute aujourd'hui les gens de la société civile qui travaillons depuis des années sur ce système de corruption et qui voyons quels sont les gens qui viennent apporter la corruption au Congo. Voilà ce que Voilà, très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous sur ce plateau Jean-François Arménian, économiste industriel et président de la fondation Formafrique. 60 ans d'indépendance de la RDC, comment doter le pays d'un secteur industriel développé et stable? C'était notre sujet de ce soir. Merci de nous avoir suivis et la rediffusion, restez branchés dans toutes nos plateformes de rediffusion. Jean-François, un grand merci. Je pense que malgré votre temps serré, vous pouvez encore répondre à notre invitation pour d'autres sujets. Moi, je suis prêt à répondre à la demande de l'État. Aujourd'hui, j'ai presque 70 ans, j'ai tout un potentiel. Je suis prêt à l'apporter aux gens, à former les gens pour que la continuité, l'expérience, c'est plus de 40 ans d'expérience de l'Afrique, des institutions, des entreprises, etc., des connaissances, des partenaires, des investisseurs, que je puisse apporter ça à la jeunesse congolaise. C'est tout ce que je demande. Merci, un grand merci Jean-François.